Liam et Théo, leurs premières années de lycée étaient tout bonnement simples. Un lycée, avec 4 escaliers disposés chacun les uns à côté des autres. Il y avait un appartement universitaire sur le côté, un peu plus loin. Le lycée était assez grand pour accueillir plus de 600 élèves. Le lycée était grand, d'une surface blanche. Sur le côté, on pouvait voir qu'il prenait tout un terrain. Il prenait tout un terrain assez vaste pour pouvoir y laisser de la surface pour garer les voitures des élèves, ainsi que celles de Théo et de Liam. Pour Théo et Liam, leurs premières années ont été assez simples, normales. Il n'y avait pas de distraction quelconque. Tous les jours, tous les soirs, à la même heure, il y avait un match de lacrosse, parfois décisif, parfois non, auquel ils participaient. Le lycée, le soir, quand le soir venait à se coucher, derrière le lycée, il y avait comme un aura blanc. Cela réfléchissait avec la surface blanche qu'il laissait derrière lui. L'aura blanc qu'il y avait derrière le bâtiment universitaire et le lycée réfléchissait avec les surfaces blanches qu'il laissait derrière lui. Le lycée était entièrement blanc, recouvert d'une surface blanche, un terrain vaste et vague sur lequel on pouvait mettre les voitures. Les voitures ainsi que les élèves qui venaient en moto ou en vélo y mettaient et y laissaient leurs voitures sur le côté. On pouvait y voir aussi le bâtiment universitaire, qui celui-ci était toujours occupé. Il était un peu plus loin dans l'allée, derrière un arbre abandonné, sur lequel on pouvait entendre les branches grincer. On pouvait entendre grincer les branches, on pouvait entendre le tronc craquer l'un contre l'autre, les branches de l'arbre qui était abandonné, qui ne faisait plus de bruit, mis à part le grincement des branches, l'arbre et le tronc qui craquelaient. Il était abandonné, il était sec, il était mort. C'était un arbre mort représenté devant le bâtiment universitaire. Le bâtiment universitaire était le plus proche du terrain de football. Terrain de football qui était assez grand pour pouvoir accueillir deux équipes de 11 pour jouer au football. 2 équipes de 11 pour jouer au football américain ainsi qu'au lacrosse. Assez grand pour pouvoir accueillir 2 équipes de 11 de lacrosse et 2 équipes de 11 de football américain. Assez grand pour pouvoir accueillir ça, ainsi qu'un stade juste devant, sur lequel il y avait les gradins avec les personnes qui venaient s'y placer pour pouvoir regarder Théo et Liam jouer le soir lors de leur match décisif, remportant des points, gagnant à travers l'équipe adverse. Se mettant en face du lycée, le matin lorsqu'ils arrivaient, ils garaient leur voiture juste à côté de l'escalier. Sur le côté gauche, près d'un arbre, bel et bien vif, bel et bien vivant, sur le côté gauche de l'escalier, il y avait la voiture de Liam, ainsi que la voiture de Théo. Ainsi que plus tard, ils ouvrirent le coffre de la voiture, prirent leur sac qu'ils mirent sur leur dos, ils partirent, ils refermèrent le coffre, les portes, prirent leur cours. Ils prirent leur cours, refermèrent le coffre, prirent leur sac qu'ils mirent sur leur dos, et ils partirent. Un peu plus loin, ils partirent avec leur sac sur leur dos, leur cours en main. Ils partirent seulement plus tard. Ils grimpèrent les escaliers, fiers d'avoir trouvé un nouveau lycée, le lycée de Beacon Hills,
sur lequel, juste devant la pancarte des escaliers, il était inscrit Beacon Hills High School, le lycée de Beacon Hills. Il était inscrit sur une pancarte juste devant le lycée, faite de pierres et de roches massives. Il était inscrit juste devant. Elle était un peu de travers par rapport à l'escalier, mais bel et bien de face par rapport à l'entrée. Cette pancarte, faite de pierres, de roches, de briques rouges, il était inscrit dessus, Beacon Hills High School, le lycée de Beacon Hills. Les intérieurs du lycée étaient bel et bien toutes jaunes. À l'intérieur du lycée, on pouvait voir les couloirs s'étendre de fond en comble jusqu'au plus profond des autres couloirs. Ils s'étendaient encore jusqu'au plus profond des autres couloirs. Il y avait des portes sur les côtés. On pouvait apercevoir que de l'autre côté, il faisait sombre. Les portes étaient fermées, les portes de secours qui avaient été faites en métal doré. C'était un métal doré, aussi doré que du bronze. Aussi doré que du bronze. Les portes étaient refermées. Elles étaient assez solides pour pouvoir y laisser transparaître une quelconque personne qui voulait forcer les portes. Les portes étaient assez solides pour pouvoir la retenir. Les portes paraissaient assez solides, faites de bronze, pour pouvoir retenir même un accident de voiture, de moto ou encore de vélo. Assez solides pour pouvoir retenir n'importe quel accident, n'importe quel incident. Un élève qui voudrait forcer les portes, de peur panique de vouloir sortir, ou un accident de voiture, une fausse manœuvre, encore un accident de moto, une quelconque fausse manœuvre, ou alors un faux démarrage. Elles étaient assez fortes pour pouvoir tout retenir. Mais ce à quoi Liam et Théo ne s'attendaient pas, c'était est-ce que ces portes étaient assez fortes pour pouvoir retenir les êtres surnaturels qu'ils avaient bel et bien vus et entendus. Ils en avaient entendu parler, ils les avaient vus. Ils en avaient entendu parler, ils en avaient vu. Mais ils n'en avaient pas touché, car il était impossible de toucher un être surnaturel. La seule question qu'ils se posèrent tous les deux, Théo face à la porte de gauche, Liam face à la porte de droite, tous les deux face à la fenêtre, regardant leur propre réflexion dans le noir. Leur propre réflexion dans le noir, dans l'obscurité. Ils se posèrent la question. Ces portes coulées dans du bronze, fondues dans du fer, qui ont été forgées, qui ont été coulées et fondues, ainsi que brûlées dans du fer, étaient-elles assez puissantes, les portes de ce lycée, qui ont été forgées et coulées dans du fer et du bronze, étaient-elles assez fortes pour pouvoir retenir, certes, des accidents, des fausses manœuvres, des faux démarrages, des personnes qui voudraient forcer les portes? Était-ce assez vrai qu'elles savaient retenir tout cela, mais était-ce vrai pour autant qu'elles étaient assez fortes pour pouvoir retenir un être surnaturel, car ils en avaient déjà vu, déjà entendu parler? Était-ce possible que leur année de lycée, qui se passait pour le moins très bien, qui paraissait être normale, pourrait bel et bien devenir du jour au lendemain anodine? Pouvait-elle devenir anodine du jour au lendemain? Pouvait-elle devenir spéciale? Pouvait-elle devenir telle qu'ils le pensaient, entourée d'êtres surnaturels, de démons? Lorsqu'une jeune fille se présenta à eux et leur dit alors qu'elle s'appelait Lydia Martin, Théo et Liam se retournèrent
face à Lydia qui s'était présentée et qui leur avait dit qu'elle était une banshee. Ne sachant pas quoi répondre sur le moment, ils ont tout simplement répondu qu'une banshee, à leurs yeux, c'était une sorcière de Salem. Ils ont répondu que pour eux, à leurs yeux, une banshee, c'était une sorcière de Salem. Lydia avait rigolé pendant un bref instant, disant qu'une banshee ce n'était pas une sorcière de Salem, mais bel et bien une sorcière, mais autre chose, moins puissant, moins fort, qui a d'autres convictions, d'autres pouvoirs que ce dont vous pensez, d'autres pouvoirs beaucoup plus surpuissants que ce dont vous pensez par rapport aux sorcières de Salem. Elle leur expliquait qu'une banshee, c'était une femme hurlante, c'était une messagère de la mort, mais que cela n'était que des surnoms donnés par les livres d'histoire. Une banshee est une personne qui sait comprendre la mort, qui est une messagère, qui sait prévenir quand les gens vont mourir, qui sait faire en sorte que ça s'arrête. Elle leur a expliqué dans les livres d'histoire, avec ses mots, avec ses paroles, elle leur a expliqué ce que c'était une banshee. Jusqu'à ce qu'une deuxième personne vînt à se présenter à eux. Corey, un jeune qui s'était présenté à eux deux, et qui leur dit alors qu'il était une chimère. Qu'est-ce que c'était une chimère? Théo ne le savait pas vraiment. Seulement, Liam non plus. Il vint alors à se mettre tous autour d'une table. C'est avec Lydia qui leur avait expliqué ce que c'était une banshee, qu'ils avaient compris, qu'ils savaient qui elle était à présent. Corey se mit alors à expliquer ce que c'était une chimère. C'était une sorte de loup-garou, avec d'autres pouvoirs plus surpuissants, plus rapides, plus perfides et plus intrépides, qui ont été mélangés à l'ADN d'autres choses. Tel que lui était une chimère, il dit alors qu'il avait été mélangé avec l'ADN de certaines choses, certaines créatures, certains êtres surnaturels, mais qu'il était à la fois tout bonnement un être humain, qui avait été mélangé avec certains êtres naturels et surnaturels, certains esprits, certains démons, certaines bestioles faisant partie du bestiaire. Il leur expliqua alors pendant longtemps ce que c'était une chimère génétique. Il leur expliqua pendant longtemps ce que c'était. Il comprit alors ce qu'était Corey. Ensuite, à la table, vint à les accompagner Scott, qui expliqua que lui, il était un loup-garou. Voyant dans le noir, courant à travers la forêt pendant la nuit, surveillant sa meute et en créant d'autres, il leur expliqua qu'il était un loup-garou, celui qui courait dans la forêt, la nuit, le soir, celui qui voyait dans la nuit, celui qui voyait dans l'obscurité, celui qui avait les yeux rouges, qui guidait tout le monde pour savoir où ils allaient, ce qu'ils devaient faire, qu'il était le seul à pouvoir créer et procréer des meutes. Il leur expliqua qu'il était le seul à pouvoir procréer et créer des meutes, qu'il en était seul capable, que Corey était une chimère qui avait d'autres pouvoirs beaucoup plus spéciaux que ce qu'il ne pensait. Ensuite vint à ses côtés Mason, qui avait été l'hôte de la bête. Mason, qui avait été l'hôte de la bête du Gévaudan, vient à se mettre à leur côté, qui leur expliqua ensuite ce que c'était la bête du Gévaudan, une légende d'il y a bien longtemps, d'une bête surnaturelle qui cherchait un hôte et qui cherchait surtout à savoir qui elle était. Rien de plus spécifique, rien de plus compliqué. Elle cherchait juste à savoir qui elle était, ce qu'elle était, et elle cherchait à comprendre son hôte.
C'était l'histoire de la bête du Gévaudan qui leur avait été partagée, tout comme leur avait été partagée l'histoire du loup-garou, de la banshee et de la chimère. Ils avaient compris maintenant que certains élèves, dans cette école, dans ce lycée, ils avaient compris que certains élèves dans ce lycée, dans cette école, dans cet établissement, n'étaient pas comme les autres. Certains avaient des dons particuliers, tels que Lydia qui était une banshee. Certains étaient des loups-garous qui couraient la nuit, qui traquaient les proies, qui procréaient des meutes, qui créaient des meutes, qui en étaient le seul capable, des alphas, des omégas ou des bêtas. Faisant partie de meutes, étant solitaires, ou procréant des meutes et en créant d'autres. Certains étaient une banshee, maîtresse de la mort, messagère de la mort, la femme hurlante, celle qui crie pour protéger ses proches. Certains étaient des chimères qui ont été mélangés avec d'autres ADN génétiques, qui avaient des pouvoirs plus surpuissants qu'un loup-garou, plus surpuissants que ce qu'ils ne pensaient. Lorsque Liam s'est rapproché de Théo, Corey a entendu le cœur de Théo battre exactement à la même mesure, au même battement de cœur que le sien. Il a donc compris évidemment tout de suite que Théo était une chimère lui aussi, mais qu'il ne l'avait pas précisé. Il a compris en écoutant les battements de son cœur, chaque pulsation Il a compris donc qu'en écoutant chaque battement de son cœur, qui était exactement à la même mesure, chaque battement de son cœur, chaque pulsation étant exactement à la même mesure que celle de Corey. Corey a donc compris, rien qu'en entendant ça, en pouvant entendre la pulsation de son cœur, du cœur de Théo, il a donc compris que comme cela était à la même mesure que ses pulsations de cœur, qui étaient les mêmes que Théo, il a donc compris qu'il était lui aussi une chimère génétique, mélangée avec l'ADN synthétique d'un autre être surnaturel, d'un autre être naturel, et qu'il était avant tout un loup-garou, qui avait été mélangé avec d'ADN synthétique, d'ADN normal, d'être naturel et surnaturel, faisant de lui une chimère génétique. Une chimère génétique est avant tout un loup-garou qui a été mélangé avec plusieurs ADN, devenant ainsi une forme génétique de plusieurs ADN synthétiques mélangés l'une entre elles. Il leur a donc expliqué ça, que Théo était une chimère, tout comme Corey, une chimère génétique. Puis ensuite, Liam a demandé à Corey ce qu'il était, et Scott a répondu à sa place, en sachant qu'il avait vu ses yeux devenir jaunes. Il lui a répondu: tu es tout simplement un loup, comme moi. Mais tu n'es pas encore arrivé au même stade, tu n'es qu'un bêta. Tu dois encore apprendre à devenir oméga, puis tu pourras devenir alpha, un jour ou l'autre. Mais cela demande de l'entraînement, de la conviction et savoir contrôler son self-control. Cela demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de capacité, beaucoup de conviction. Il faut savoir montrer de l'empathie, se contrôler, avoir la manipulation en main de son self-control, comprendre qui on est et savoir que si on est un loup, il faut savoir procréer une meute quand on est arrivé au stade d'alpha. Il faut savoir comprendre à peu près tout, le self-control, la maîtrise de soi et qui on est pour pouvoir procréer, devenir une personne ou une autre. Lydia n'est pas devenue une banshee toute seule, Corey n'est pas devenu ce qu'il est tout seul, et Mason n'est pas devenu et n'a pas contrôlé la bête du Gévaudan tout seul. Ils ont tous eu une capacité à devoir se maîtriser, à devoir comprendre le self-control et qui ils étaient. Ils savaient maintenant qu'il y avait des êtres surnaturels tout autour d'eux, peu importe là où ils allaient. Ils allaient maintenant devoir faire face et en devenir eux aussi
des êtres surnaturels. Après avoir passé toute une journée dans un lycée, où à chaque coin, on ne pouvait savoir qui était quoi. À chaque coin du lycée, à chaque coin de n'importe quel endroit, à chaque bout de couloir, on ne pouvait savoir qui était quoi, qui était une chimère, qui était une banshee, qui était un loup-garou, qui était un loup, qui était un alpha, ou même qui était un oméga. À chaque coin du lycée, à chaque endroit, à chaque lieu, dans chaque classe, derrière nous, devant nous, à côté de nous, assis près de nous, sur les murs, sur les parois, sur les escaliers, ensemble en train de discuter dans un coin. On ne pouvait savoir qui était quoi, car entouré d'êtres surnaturels, dans une ville telle que Beacon Hills, on ne peut pas tellement comprendre qui sont les gens, et on ne peut ni se fier aux apparences, ni à ce que disent les autres. Il ne savait pas se fier aux apparences, ni même à ce que disaient les autres. Il n'était même pas encore sûr que Lydia était réellement ce qu'elle prétendait être, même pas sûr que Corey soit vraiment ce qu'il prétend être, qu'apparemment Théo serait vraiment ce qu'il prétendait être. Théo serait donc ce que prétendait être Corey. Ils n'en étaient même pas sûrs. Ils étaient même un peu sceptiques à l'idée de savoir que Théo était peut-être la même chose que Corey. Étant sceptique à l'idée de savoir qu'il était peut-être la même chose que Corey, ce qu'il prétendait être, ce qu'il a dit qu'il était, ce qu'il a expliqué qu'il était, étant un peu sceptique sur le fait que seulement une seule personne, étant un loup-garou de niveau alpha, pouvait créer et procréer une meute à lui seul, ils étaient toujours un peu sceptiques, toujours un peu sur leur garde, à l'idée de savoir que dans les couloirs, ils ne savaient pas concrètement qui était quoi, qui était une chimère, qui était une banshee, qui était un loup, qui était un être surnaturel, avait-il des pouvoirs ou non, ou était-ce de simples humains comme Styles, qui était le fils du shérif? Avaient-ils une certaine particularité, les élèves qui les entouraient, ceux qui étaient en cours avec eux, autant derrière que devant, avaient-ils une particularité? Non, ils n'en savaient rien. Mais c'est en les observant chaque jour un peu plus, chaque mois, chaque année, au 3e semestre, au 3e trimestre, des années et des semaines plus tard, qu'ils comprit qu'autour d'eux, ce n'étaient que des simples élèves, qu'ils étaient les seuls à pouvoir avoir un pouvoir quelconque, à pouvoir avoir un pouvoir quelconque, ils en étaient les seuls. Il y avait donc Théo, qui était comme Corey, une chimère. Il y avait Lydia, qui était une banshee, une messagère de la mort, une femme hurlante. Comme elle l'avait dit, ce n'étaient que des surnoms qui ont été inventés et qui ont été écrits pour les livres d'histoire. Mais elle était une banshee, une messagère de la mort. Entre parenthèses, on pouvait l'appeler comme étant une sorcière, mais cela n'était qu'écrit dans les livres d'histoire. Ils n'étaient pas sûrs à 100% de ce qu'ils étaient déjà. Ils savaient qu'ils étaient les élèves d'un lycée, mais ils ne savaient pas que Théo, lui-même, ne le savait pas encore, qu'il était un être surnaturel, un être disposé de deux organismes génétiques. Il ne savait pas qu'il était un être disposé et disposant de deux organismes génétiques différents. Un loup-garou est peut-être un être surnaturel qu'il ne connaît même pas encore, dont il n'a pas encore eu l'explication. Théo, lui, était certainement le plus sceptique par rapport à l'idée de savoir qu'il était peut-être la même chose que l'une des personnes qu'il ne connaissait pas encore. Liam en était le moins sceptique, car lui, il n'était qu'un vulgaire loup-garou de niveau bêta,
qui ne savait pas encore ce qu'était le niveau alpha, ni même le niveau oméga. Ne sachant pas tout cela, il était un peu moins sceptique, sachant qu'il était peut-être un loup-garou de niveau bêta, devant arriver au niveau oméga pour pouvoir enfin procréer une meute et arriver au niveau alpha, prendre la relève sur Scott peut-être, mais cela n'y changera rien. Il restera ce qu'il est, un loup-garou. Tout comme à côté, Théo, qui reste ce qu'il est, un organisme modifié entre deux ADN, une chimère modifiée entre deux ADN, qui, depuis le début, s'est accaparé le corps d'un loup-garou. Depuis le début, s'est accaparé le corps d'un loup-garou, à travers lequel on a modifié deux ADN génétiques, celle d'un être surnaturel et celle d'un autre être surnaturel, peut-être plus puissant ou moins puissant. À travers ces corps, ces deux corps qu'on a modifiés, qu'on a comparés, qu'on a testés, qui ont été génétiquement modifiés, qui ont été instaurés dans l'organisme et dans l'ADN d'un loup-garou, faisant de lui une chimère génétique. Il était le plus sceptique à l'idée de savoir qu'il était un être surnaturel. Sachant qu'il faisait maintenant partie de la meute de Scott, qui était en grande partie composée de Théo, de Liam, qui en faisait maintenant partie, de Lydia, qui était une banshee, de Styles, qui était un être humain quelconque, qui était surtout le fils du shérif, qui savait comment faire pour déjouer les plans de ce qu'ils devaient affronter, de ce qu'ils allaient affronter. Sachant qu'il y avait aussi Mason, qu'il y avait aussi Corey, Mason qui contrôlait la bête du Gévaudan, et Corey qui avait plusieurs pouvoirs, tels que celui de loup-garou, ainsi que celui de chimère génétique. Que celui de loup-garou, ayant deux pouvoirs surpuissants, différents les uns que les autres. Ils savaient que leur meute était plus puissant qu'ils ne le pensaient, mais par rapport à Styles, qui n'était qu'un vulgaire humain, sans aucun pouvoir, qui avait pour autant de l'importance, il fallait savoir que pour Scott, le plus important dans la meute n'était pas nécessairement le fait d'avoir un pouvoir surnaturel ou non, mais d'en faire partie. Styles n'avait peut-être aucun pouvoir surnaturel, mais était l'un des membres les plus importants, car sans lui, Scott, Corey, Mason, Liam, Théo et Lydia ne sauraient comment déjouer les plans de ce qu'ils vont affronter. Sans lui, ils ne sauraient comment déjouer les plans de ce qu'ils vont affronter, comment trouver un moyen de les affronter, comment trouver un moyen pour pouvoir passer au-delà, passer outre, comment combattre et comment faire pour se servir de leur pouvoir, comment ne pas faire d'impact, comment ne pas aggraver les situations. Donc Styles n'avait peut-être pas d'impact surnaturel dans la meute, aucun pouvoir, ce n'était peut-être qu'un humain, qu'un jeune adolescent. Mais il avait un impact assez puissant par rapport au fait qu'il savait toujours comment déjouer les plans des autres, toujours comment élaborer un plan, toujours comment trouver une situation assez banale qui pourrait tellement s'aggraver qu'elle pourrait en devenir surnaturelle. Une situation avec Styles n'était jamais quelque chose d'anodin. Avec Styles, une situation n'était jamais quelque chose d'anodin, elle pouvait très vite se transformer en quelque chose d'anormal, ce qui faisait de lui la personne la plus importante du groupe, la personne qui servait à trouver un moyen d'affronter ce qui devenait anodin, hors du commun, ou encore très difficilement facile à comprendre, ce qui devenait paranormal ou très difficilement facile à comprendre, ce qui devenait anodin ou hors du commun. Grâce à Styles, on avait une chance de pouvoir comprendre, passer au-dessus et savoir comment faire, comment gérer les choses. C'est alors qu'autour d'une table, autour d'un livre
qui s'appelait apparemment le Bestiaire d'après Allison, qui était l'archer de la bande, celle qui faisait partie de la famille Argent, ayant brûlé une maison qui appartenait à Derek. Ayant brûlé une maison qui appartenait à Derek, sa maison à lui, dans laquelle sa famille se trouvait bien avant. Ayant oublié tout ça, mais ayant enfoui ses secrets les plus sombres à l'intérieur de lui, Derek n'avait qu'une seule chose en tête, se venger de la famille Argent. Mais pour le moins, sachant supporter la présence d'Allison, ce n'était que de Chris et que de Kate qu'il ne supportait pas la présence. Le père et la tante d'Allison. Il n'en supportait pas la présence, car pour lui, ils en étaient les seuls fautifs de l'incendie de sa maison, de la mort de sa famille. Ils en étaient les seuls fautifs. Son père, Chris Argent, Kate Argent, sa tante, Allison. Ils en étaient les seuls fautifs de l'incendie, les seuls fautifs de ce qui s'est passé dans cette maison, de tous les gens qui en sont morts, qui n'ont pas réussi à en sortir vivants, seulement lui et son oncle, Peter, qui a réussi à en sortir vivant. Seulement Peter Hale et Derek Hale qui ont été les deux survivants. Pour eux, Kate Argent et Chris Argent en étaient les seuls fautifs, les seuls coupables à avoir mis le feu à la maison alors qu'il y avait encore des gens à l'intérieur, encore des humains à l'intérieur. Peut-être que pour eux ce n'étaient pas des humains mais des loups-garous, une espèce menacée qui devait mourir d'après les Argent. Mais si seulement ils réussissaient à savoir et à les comprendre bien avant de les juger et de les mettre à bas, de brûler leur maison, de brûler leurs proches, leurs familles, les enfants et les femmes, les hommes qui se trouvaient à l'intérieur, bien avant cela, Derek avait ça sur le cœur, ça sur la conscience. Il savait qu'il en était le seul fautif, qu'Allison n'avait rien à voir là-dedans, mais ils étaient tous autour d'une table, Theo, Liam, Corey, Mason, Scott, Styles et Allison, ainsi que Derek et Peter, tous autour d'une table, réfléchissant à comment affronter les ombres et les êtres surnaturels de cette ville, à travers un livre qui s'appelait Le Bestiaire, qui regroupait tous les êtres surnaturels, regroupant tous les êtres surnaturels, regroupant tout ce qu'il y avait comme être surnaturel. Il y en avait tellement qu'on ne savait aller au-dessus d'une page. On ne savait aller au-dessus d'une page, on ne savait qu'en lire la moitié, il y avait tellement d'êtres surnaturels à chaque page. Chaque jour, on pouvait voir que le Néméton, une souche d'arbre abandonnée, apparemment envoûtée par les ombres et les êtres surnaturels, les démons et les esprits. Cette souche d'arbre abandonnée procréait tous les jours et procréait encore tous les jours, à chaque minute, à chaque heure qui passe. Elle procréait encore un autre être surnaturel qui se rajoutait au bestiaire encore et encore. Seulement la chose à faire était de faire en sorte que cette ville qui était condamnée à vivre à travers les ténèbres et les ombres des êtres surnaturels, il fallait maintenant trouver un moyen pour pouvoir arrêter de faire en sorte que cette souche abandonnée, sous l'influence des ombres et des êtres surnaturels, arrête de procréer et de créer des êtres surnaturels à chaque minute, à chaque heure et à chaque seconde de la journée, qu'elle arrête d'en procréer tous les jours, tous les mois, toutes les années, qu'elle arrête d'en procréer, que cette ville soit enfin libérée de l'influence, de la présence des ombres et des êtres surnaturels. Seulement, comment allait-il faire ça? Avec une femme archer qui savait très bien se servir d'un arc à flèche, qui savait bel et bien tirer sur des cibles, autant la nuit que le jour, autant à l'aveugle qu'avec sa vision en pleine journée, avec ses deux yeux rivés sur la cible, autant à l'aveugle qu'avec les deux yeux rivés sur la cible, en pleine journée autant que la nuit. Elle savait viser juste dans les cibles,
avec ses flèches, accroché à son dos avec son arc, qu'elle brandissait le long de son bras, qui faisait toute la largeur de son avant-bras, ainsi que de son bras, de la main jusqu'à l'épaule. De la main jusqu'à l'épaule, elle en tirait la corde, elle en mettait une flèche, et elle atteignait la cible, même les yeux bandés, même les yeux fermés, autant la nuit que le jour, elle gardait les yeux rivés sur la cible. Même à l'aveugle, l'archer de la bande, celle qui détenait l'arc à flèche, celle qui tirait sur les cibles, autant à l'aveugle que les yeux rivés sur la cible, elle savait tirer, elle savait viser juste. Rien ne l'arrêtait. Il y avait Scott, qui, autant la nuit que le jour, savait sentir la présence d'une proie, d'un prédateur, ou de quelque chose qui le menaçait, d'un être surnaturel, et qui savait attaquer aussi vite que son ombre pour pouvoir comprendre tout ce qu'il y avait autour de lui, autant les prédateurs que les proies. Autant les prédateurs que les proies, il savait les attaquer aussi vite que son ombre. Il voyait à travers le noir, il voyait dans le noir, autant la nuit que le jour, autant à l'aveugle que les yeux rivés sur le prédateur ou la proie qui les pourchassait, l'être surnaturel, l'esprit ou le démon, autant à l'aveugle que les yeux rivés sur la proie qu'il poursuivait. Il savait comment faire la nuit et le jour pour pouvoir traquer les proies, les esprits, les démons, les êtres surnaturels et les ombres. Styles, qui autant la nuit que le jour, savait comment déjouer les plans des autres, comment créer des plans pour pouvoir se protéger mutuellement. Il savait comment créer des plans. Lydia, qui savait autant la nuit que le jour comment contrôler ses visions et comment faire passer le message que la mort allait bel et bien frapper quelque part pour tuer quelqu'un et s'en prendre à quelqu'un. Cette équipe-là, qui avait été forgée dans les lycées, qui avait été forgée dans le lycée de Beacon Hills, dans les lycées, dans les longs couloirs interminables, cette équipe qui avait été forgée autour d'une table, près du bestiaire, près du livre fermé sur le côté. Chacun à cette table avait forgé une équipe qui allait maintenant s'attaquer aux ombres, autour d'une émetton, cette souche d'arbre abandonnée, dans lequel juste en dessous se trouve un sanctuaire, déplaçant les êtres surnaturels à travers Beacon Hills. Cette équipe qui avait été forgée, Liam et Théo qui devaient encore se découvrir de ce qu'ils étaient. Cette équipe qui avait été forgée devait maintenant s'attaquer aux ombres. Mais Théo et Liam étaient repartis le long de la route. Ils étaient repartis, prenant leur voiture qui était garée, la démarrant, et c'est sur les routes qu'ils réfléchissaient tous les deux à se faire à l'idée qu'ils étaient, Théo, une chimère génétique et modifiée, ainsi que Liam, un loup-garou de niveau bêta qui allait bientôt atteindre le niveau alpha et prendre la relève sur Scott. Il devait encore se faire à l'idée de ça. Il devait encore s'y faire à l'idée, s'imaginer comme étant les membres d'une meute, s'imaginer comme étant les membres d'une meute, confrontant les ombres et les êtres surnaturels. Il devait encore se faire à l'idée. Il devait encore se faire à l'idée du fait qu'ils allaient confronter les êtres surnaturels et les ombres, aller dans des endroits qu'ils ne connaissaient même pas, et qu'ils allaient peut-être rencontrer d'autres choses, d'autres démons, ou peut-être avoir d'autres ennuis qu'ils ne connaissaient même pas. Mais pour autant qu'ils n'étaient pas seuls, ils allaient peut-être bel et bien passer au-dessus des démons, des ombres et des êtres surnaturels. S'étant fait à l'idée, c'est le lendemain qu'ils avaient de nouveau rendez-vous devant le lycée, au pied des escaliers, avec Allison, avec Scott, avec Styles, avec Derek et avec Peter, pour savoir où ils allaient attaquer cette fois-ci, où les ombres allaient attaquer, où les ombres, où les êtres surnaturels allaient attaquer, où est-ce qu'ils allaient attaquer, qui ils allaient attaquer, et où est-ce que Scott, Allison, Styles et Derek allaient se donner rendez-vous pour pouvoir les attaquer eux et faire une confrontation
un combat sans merci qui allait durer encore et encore. Ils ne faisaient que découvrir leur pouvoir. Lorsqu'on les a abandonnés, eux deux, seuls, dans la forêt, ils ne faisaient encore que découvrir leur pouvoir, qu'ils étaient, ce qu'on leur avait expliqué, la manière dont ils allaient les gérer, ce qu'on leur avait expliqué, ce que Théo était, ce que Liam était. Ils ne faisaient que le découvrir. Et Liam ne faisait que savoir encore. Il ne faisait que savoir, que comprendre, qu'essayer de comprendre, que lorsqu'il ouvrait les yeux la nuit, c'était comme porter un infrarouge. Lorsqu'il ouvrait les yeux la nuit, Liam, c'était comme porter un infrarouge. Tu pourrais voir et tu pouvais voir ce que tu ne voyais pas. Liam, pour lui, le soir, c'était comme porter un infrarouge. Il pouvait voir et il savait voir ce qu'il ne voyait pas. Pourtant, d'un certain point de vue, Liam n'avait aucune chance d'attraper un être surnaturel, rien qu'en sachant voir ce qu'il ne savait pas voir la nuit. Il n'y avait aucune chance, car ce n'était qu'un combat entre eux deux. Mis dans la forêt, tous les deux, mis tous les deux dans la forêt, par Scott, par Styles, par Lydia, mis tous les deux dans la forêt, mis à se combattre, mis à part, mis à se combattre tous les deux dans la forêt, ils étaient mis à part dans les plus profonds de la forêt. Dans les plus profonds de la forêt, ils étaient mis à part, mis à se combattre. Dans les plus profonds de la forêt, ce qu'on appelait les tréfonds, les profondeurs de la noirceur et de l'obscurité, des ombres de la forêt, ils étaient mis tous les deux l'un en face de l'autre. Ils étaient mis tous les deux l'un en face de l'autre, mis à se combattre, mis à part le fait qu'ils étaient seuls dans les ombres, les profondeurs, les tréfonds de l'obscurité de la forêt. Ils étaient mis à part, ils étaient mis seuls l'un en face de l'autre, dans une forêt sombre, obscure, remplie d'ombres, de ténèbres et d'êtres surnaturels. Autour d'eux, durant ce qu'il leur paraissait être une heure, ils avaient dû survivre à un combat. Ils avaient dû survivre à un combat qu'ils avaient mené l'un en face de l'autre. C'était un peu comme une initiation. C'était un peu comme une initiation. Après l'initiation, qui avait été terminée peu de temps après, lorsque le jour était revenu, l'initiation était terminée. On pouvait voir le soleil se lever au loin. De loin, on pouvait voir la ville qui commençait à devenir de plus en plus claire, To Beacon Hills qui commençait à devenir de plus en plus clair. On pouvait voir l'hôpital, là où travaillait Melissa, la mère de Scott. Là où travaillait la mère de Scott, Melissa, on pouvait y voir l'hôpital, au loin, réfléchissant à travers la lumière du soleil qui laissait transparaître à l'horizon un aura blanc au travers de la cime de chaque immeuble et chaque bâtiment, la centrale électrique qu'il n'y avait pas loin de l'hôpital, par-delà laquelle Kira a découvert ses pouvoirs à elle. Par-delà laquelle Kira a découvert ses pouvoirs à la centrale électrique. Seulement, le Nokitsune qui avait surgi en Kira ce soir-là quand elle avait découvert ses pouvoirs, l'hôpital, là où tout a commencé, là où Melissa travaille, là où Scott la rejoint de temps en temps pour qu'elle fasse une autopsie autour des corps qu'ils trouvent dans la forêt, autour des choses qu'ils ont trouvées dans la forêt.
que ce soit un être surnaturel, un corps ou encore un animal, plusieurs animaux, un être surnaturel, un corps, un cadavre, quelque chose de décomposé. Il en vint à demander de l'aide à la mère de Scott, Melissa, qui en tant qu'infirmière avait les compétences pour pouvoir analyser ce que Scott trouvait lors de ses combats. Lors de ces combats, ce qu'il trouvait, c'était souvent des cadavres de personnes qui n'avaient rien fait. Il expliqua alors tout ça à Liam et à Théo lors de l'initiation. Il expliqua tout ça, que leur mère était un peu comme une ressource, que la mère de Scott était un peu comme une ressource, celle qui savait à peu près dire ce qui était arrivé aux gens qu'on retrouvait dans la forêt, morts, étalés par terre, le teint pâle, en pleine décomposition, en plein début de décomposition, le teint pâle, allongé par terre, les yeux fermés. Les cadavres qu'ils trouvèrent tous, ils les apportèrent à la mère de Scott, qui avait la capacité et les compétences de pouvoir dire ce qui leur était arrivé. Après une autopsie briève d'une journée, Scott revenait le soir, et il avait un inventaire d'à peu près toutes les personnes qu'il avait pu trouver à Beacon Hills, ce qui leur était arrivé, comment ils sont morts, ce qui leur est arrivé, quand ça leur est arrivé, où ça leur est arrivé, dans la forêt, dans quel lieu, dans quel endroit. Ensuite, lorsque Scott l'avait su, ils passèrent l'info à Styles, qui Styles, en tant que fils du shérif, passèrent l'info au shérif, qui l'info arrivèrent ensuite dans un dossier classé non terminé. Ce dossier qui avait été classé non terminé ou inachevé dans des archives de la police, sous un numéro de série, dans des archives de la police, car la police avait bel et bien des archives pour chaque dossier. Des archives pour chaque dossier, sous un numéro de série, classé par ordre alphabétique, par ordre chronologique, d'année, de mois, de date de naissance. Pour les cadavres, c'était daté par année, du plus vieux jusqu'au plus jeune, du plus ancien jusqu'au plus récent. C'était daté par ordre chronologique, du plus ancien jusqu'au plus récent. Tout cela était mis sous numéro de série. C'était fermé dans une pièce qui était fermée à clé, sous serrure, sous numéro de série, classé par ordre chronologique. Pour les cadavres, pour les affaires non résolues, par ordre alphabétique, sous numéro de série également, dans des dossiers renfermés, dans des tiroirs, fermés sous serrure, dont seul le père de Styles en détenait la clé. Au loin, où l'on pouvait voir l'hôpital, la centrale électrique, la ville, l'aura blanc que laissait transparaître la lumière du soleil. Au loin, Scott finit alors son histoire, devant le rocher où l'on pouvait voir l'horizon. Il finit alors son histoire. Il raconta tout ça à Théo et à Liam, qui leur dit alors: qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Liam dit alors à Scott: qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Scott répondit tout simplement: tout comme Théo, tu vas me tendre ton bras. Tous les deux, Théo et Liam, se mit alors à tendre leurs bras. C'est alors qu'ils tendirent leurs bras à Scott qui ramassèrent un bout de verre par terre avant d'avoir éclaté une bouteille en verre, par terre, qu'ils frappèrent contre le sol, contre un rocher,
contre un rocher qu'il y avait à côté d'eux, sur lequel derrière poussait un arbre qui était difforme. Ils frappèrent une bouteille par terre, sur ce rocher, et elle éclata en plusieurs morceaux, en plusieurs fragments. Ils ramassèrent un fragment, prirent la main de Théo, il prit la main de Théo, et la main de Liam, et fit alors un symbole avec le verre. Ils leur scarifièrent un symbole sur la paume de la main pour ne pas oublier qu'ils faisaient partie de leur meute. Ce symbole ressemblait à un cercle dans un cercle. Liam avait juste répondu « Et qu'est-ce que c'est ?» Théo a simplement regardé, a regardé Liam et lui a dit « Ferme ta main ». Liam a fermé sa main. Scott a alors dit à Théo « Non, gardez-la ouverte. Gardez-la ouverte. » Liam a réouvert sa main. Théo a gardé sa main ouverte, a fait pareil et a de nouveau regardé en refermant légèrement les doigts et a dit « Oui, mais qu'est-ce que c'est ?» Scott a simplement répondu « Un symbole. Maintenant, vous savez, vous faites partie de ma meute. Si vous regardez bien, Lydia, Styles, Corey, Mason, Derek, Peter, ils ont tous le même. » C'est alors que Derek ouvrit sa main. Peter ouvrit de même sa main. Corey fit de même avec Mason, qui ensuite enchaîna avec Lydia, qui ouvrit sa main, qui enchaîna avec Styles, qui ouvrit sa main. Et tous ouvrirent leurs mains devant Théo et Liam. Ils avaient tous le même symbole sur la paume de la main. Et c'est ensuite que le long de la colonne vertébrale, ils durent retirer tous deux leurs t-shirts, et le long de la colonne vertébrale, on leur scarifièrent 4 symboles. Le premier symbole était une barre horizontale avec au-dessus un ovale. En dessous, un rond représentant l'eau. Le suivant était une croix en dessous de ce symbole qui venait d'être scarifié. Une croix au-dessus duquel il y avait un triangle, par-delà lequel il y avait un autre triangle à gauche. Et en dessous, il y avait une ligne munie d'une autre ligne qui en faisait une autre croix. Et sur la droite, il y avait une autre ligne, juste horizontale. Tout cela, dans la même croix, représentait le feu. Ensuite, un autre symbole, une croix horizontale, une croix verticale. Et ensuite, quelque chose qui ressemblait à peu près à un dôme, la moitié d'un cercle, un demi-cercle qui avait été mis au-dessus de la croix horizontale, par-delà laquelle il y avait ensuite une croix verticale. Ça représentait la terre. Ensuite, le symbole suivant était une ligne courbe, assemblée d'une autre ligne courbe dans le sens inverse, sous un carré qu'il y avait juste en dessous d'un espace. Ce symbole représentait l'air. C'étaient les 4 éléments. C'était le 4e symbole représentant les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Tous firent la même chose. Lydia, Styles, Derek, Peter,
Corey, Mason firent la même chose et leur montrèrent leur colonne vertébrale, sur laquelle il y avait les mêmes symboles. L'eau, suivie de la terre suivie de l'air suivi du feu, les quatre éléments qui avaient été gravés, l'eau, la terre, le feu et l'air, tous gravés l'un à la suite de l'autre, le long de la colonne vertébrale. La sphère qu'ils avaient en main, suivie d'une autre sphère qu'il y avait dans la première, était le symbole de la meute. Mais pour ne pas oublier qu'ils font partie maintenant des êtres surnaturels, les quatre éléments avaient été marqués dans leur dos. Lydia, par contre, elle en avait 5. Elle avait l'élément surnaturel, celui qui représentait une menace, celui qui représentait la mort. Lydia avait une marque seconde qui représentait la mort. 2 cercles qui s'entrecroisaient, une ligne, et dans la ligne horizontale qui entrecroisait les 2 cercles, il y avait un œil. Ce symbole lui avait été attribué quand elle était toute jeune, représentant la mort, savant que sa mère l'avait abandonnée, connaissant son pouvoir, son don, qui était de savoir quand les gens allaient mourir, elle lui a attribué donc cette marque, la marquant du fait qu'elle est attachée à la mort. Elle ne put savoir pourquoi on lui avait fait cette marque. Mais pendant toute une année, sa mère lui a menti et lui a dit que cette marque s'est simplement gravée seule sur son dos. Mais c'est plus tard qu'elle a su la vérité, que sa mère avait compris son don bien avant qu'elle ne le comprenne elle, et qu'elle lui avait gravé cette marque pour pouvoir la marquer de la mort, telle qu'elle en était la messagère. Car on ne peut pas renier la chose qu'on est. On ne peut pas renier la personne qu'on est. On ne peut pas la renier, ni même l'offrir en sacrifice pour autre chose. On ne peut pas offrir notre don en sacrifice pour autre chose. On ne peut pas être échangé comme de l'argent, comme de la monnaie. On doit rester ce qu'on est, et chaque personne avait un symbole supplémentaire représentant la personne qu'il était. Un symbole supplémentaire comme étant un triangle avec à l'intérieur 3 barres qui étaient sur le dos de Corey. Sur le dos de Corey, il y avait un triangle avec 3 barres verticales à l'intérieur, représentant la chimère et les plusieurs ADN qu'il avait en lui. Ensuite, il y avait un œil sur le dos de Mason, un œil barré d'une croix, représentant la bête du Gévaudan et sa légende. Et Styles n'avait qu'un simple symbole, assez simple et basique. Un carré dans un carré, muni d'un autre cercle. Ce carré dans un carré, muni d'un autre cercle, qui les rapprochait les uns à l'autre, comme s'ils étaient accrochés tous les 3. À l'intérieur des 3, il y avait une barre horizontale dans le carré, dans le rond qui était raccroché au carré, et le second rond, représentant les plans qu'il savait élaborer, son intelligence, la manière dont il s'en prend et dont il déjoue les autres plans, représentant ça, le carré, le rond et les lignes verticales qu'il y avait dans les carrés, dans le rond, qui étaient raccrochés les uns aux autres, représentaient son intelligence à déjouer les plans et à en déjouer d'autres, à en créer d'autres.
Tout le monde avait un symbole différent pour montrer et graver à jamais qui il était. Seulement Scott n'en avait pas. Le soir venu, Liam et Theo firent tous les deux des recherches sur leur PC. Liam était pratiquement sûr, il était pratiquement sûr que ce que voulait dire le symbole qu'on lui avait gravé sur la paume de la main, ce cercle dans un autre cercle, Liam en était pratiquement sûr que cela était un rapport avec ce qu'avaient prédit les Mayas, l'éclipse solaire. Il était pratiquement sûr que cela avait un rapport avec les Mayas, l'éclipse solaire. Il en était sûr que c'était dû à ce que voulait dire ce symbole. Les Mayas, l'éclipse solaire, la prédiction de la fin du monde. Il en était sûr. Il était sûr que différentes contrées sauvages, renfermant des peuples tels que les Mayas, différentes contrées sauvages renfermant des peuples tels que les Mayas, les Incas, étaient sûrs que la fin du monde était représentée sous la forme d'une éclipse solaire. Pour Liam, ce symbole, le grand cercle qui lui avait été gravé, représentait le soleil, le petit, la lune, qui passait juste devant. Il en était sûr et certain que ça représentait pour lui la prédiction des Incas, des Mayas, ce peuple vivant dans les contrées sauvages, qui vivait il y a bien longtemps, mais qui était sûr que pour eux, la représentation d'une éclipse solaire était la représentation de la fin du monde. Pour Theo, ce cercle, dans un autre cercle qui lui avait été gravé dans la main, était la représentation de l'Ouroboros. Il dit alors à Liam que pour lui, la représentation la plus brève et la plus sûre, la plus égale à ce que ça pouvait représenter, était l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue, ou appelé l'Ouroboros, est un dessin ou un objet représentant un serpent ou un dragon qui se mord la queue. Il s'agit d'un mot grec ancien, Ouroboros, formé à partir de deux mots, oupa et boros. Ouroboros ou oupaboros, qui signifie l'éternellement qui se mord la queue. L'éternellement qui se mord la queue était le symbole représentant le grand cercle pour lui. L'éternel était pour lui le petit cercle. L'éternel était pour lui le petit cercle, le serpent qui se mord la queue était pour lui le grand cercle, et pour lui l'Ouroboros était la représentation exacte. L'Ouroboros était la représentation exacte d'un dessin ou d'un objet, d'une représentation d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue. Il s'agissait pour lui exactement de cet ancien mot grec, Ouroboros, représentant l'éternel recommencement d'un serpent et d'un dragon qui se mord la queue. Il était pourtant sûr que c'était cela. Le petit cercle, c'était pour lui le serpent ou le dragon. Le grand cercle, c'était l'éternel. Ils étaient sûrs de ça. Il était sûr de ça. Seulement la question était trop grande pour être demandée à Scott, chef de la meute. La question était trop grande pour être demandée à Scott, qui était le chef de la meute. Beaucoup trop grande. Ce symbole n'avait simplement pas de signification. Ce symbole avait simplement une signification contraire à celle qu'elle devait avoir, le fait qu'on fait partie de sa meute, rien de plus. C'est le symbole qu'il a choisi, c'est celui qu'il a sur le bras. L'esprit du serpent, l'Ouroboros, n'a rien à voir avec ça, les Incas, les Mayas, la fin du monde, ou encore une éclipse solaire, n'a encore moins de choses en commun avec ce symbole. C'est un symbole choisi,
c'est un choix, c'est un don, c'est un partage, c'est le fait de faire partie d'une meute et rien de plus. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'Ouroboros, ce n'est pas le serpent ou le dragon qui se mord la queue, ce n'est pas une éclipse solaire, ce n'est pas une prédiction, un présage, ce n'est que l'esprit du fait que l'on fait partie d'une meute, que l'on est représenté en tant que membre, que ce symbole nous représente en tant que membre. Ça n'a pas de signification, c'est juste une représentation. C'est pour ne pas oublier. C'est ce que leur avait dit, exactement, mot pour mot, c'est ce que leur avait dit Scott. C'est pour ne pas oublier, ça n'a aucune signification. Ce n'est qu'un symbole pour ne pas oublier que vous êtes membre à part entière. Après l'initiation, Théo était bel et bien en train de dormir. Mais ses jambes étaient en train de bouger, et il claquait des dents, il parlait et disait des mots à voix basse. Des mots que Liam ne pouvait comprendre. Il disait des mots à voix basse que Liam ne pouvait comprendre. Il ne pouvait pas comprendre ces mots. C'était comme flouté, ou comme si quelque chose n'avait pas envie que Liam ne les comprenne. Comme si quelque chose n'avait pas envie que Liam ne les comprenne, mais que seulement Théo puisse les comprendre, les ressentir, les voir et les entendre. Il y avait une impression dans la maison que seulement Théo, seulement lui, pouvait comprendre ces mots, pouvait les ressentir, les voir et les entendre. Il pouvait les voir autour de lui, comme étant des images qu'il voyait et qu'il pouvait ensuite dessiner, car il les avait en lui, il les avait sous ses yeux. Il avait ces images sous ses yeux. Théo avait ces images sous ses yeux. Liam avait Théo à côté de lui, qui dormait, mais l'on pouvait voir qu'il était en train de bouger. Il bougeait ses jambes comme pour se débattre. Très lentement, mais comme pour se débattre, il en faisait des mouvements, comme s'il était debout, dehors, à l'extérieur, et qu'il devait se battre contre on ne sait quoi ou on ne sait qui. Contre on ne sait quoi ou contre on ne sait qui, il avait l'impression de se battre dans son sommeil. Théo avait l'impression de se battre dans son sommeil, mais seulement il n'y avait que lui qui pouvait savoir contre quoi ou contre qui il se battait. Derrière ses yeux, dans son conscient, des images passèrent en boucle. Une femme, le teint pâle, voire même blanc, une capuche noire, les yeux noirs, brillants et luminescents à travers la lumière sombre derrière elle. Ses yeux qui étaient luminescents, lumineux, qui étaient noirs, dont on pouvait voir que de ses paupières, de ses yeux pâles, de sa peau pâle, sa peau qui était pâle, si pâle qu'elle était presque blanche, ses yeux qui étaient pâles à travers lesquels on pouvait voir qu'ils ne reflétaient que la mort, la peur, la haine et la vengeance. On pouvait voir que ces yeux qui ne reflétaient que ça, on pouvait voir qu'à travers, il n'y avait que du noir. Ils étaient noirs, d'un noir profond. Cette femme qui avait la bouche fermée, à travers laquelle on pouvait voir que de sa bouche coulait une salive noire, un liquide visqueux tel du goudron encore chaud. Tel du goudron encore chaud et encore liquide, on pouvait voir que cela coulait de ses yeux, cela coulait de sa bouche, surtout de sa lèvre inférieure. Elle avait la bouche fermée, elle ne disait rien, mais Théo pouvait l'entendre. Il voyait aussi un homme qui n'avait pas d'yeux, qui avait un visage, mais qui lui disait de se taire. Il pouvait entendre les murmures d'une forme qui paraissait humaine, mais pas tout à fait humaine. Elle avait 2 yeux, elle avait ce qui paraissait être une bouche, ou simplement des dents sur la chair qui venaient de pousser et qui lui servaient de bouche, qui lui parlaient. Il y avait une ombre noire autour de lui qui lui disait des murmures et des choses. Il y avait du vent tout autour de lui, du vent gris, une brume
qui cachait la plupart du décor. Cachant la plupart du décor de tout ce qu'il y avait autour de lui, les arbres, la forêt, cette brume qui avait pour importance autour de lui de cacher le décor, les arbres, la forêt, la faune et la flore, les animaux qu'il y avait autour de lui, les chouettes, les hiboux, les animaux nocturnes, les chats sauvages, les chiens sauvages, tous ces animaux nocturnes qu'il y avait dans la forêt, les cerfs, les biches, tout ce qu'il y avait dans la forêt, qui était caché, qui était dissimulé tel des secrets, qui était décimé et dissimulé, tous ces animaux nocturnes qui étaient dissimulés, décimés dans la forêt, un peu partout autour de lui étaient cachés par une brume. Cette brume avait un visage grand ouvert dont la bouche était grande ouverte, les yeux étaient noirs profonds, on avait l'impression qu'on pouvait s'enfoncer dedans tels des sables mouvants. Tels des sables mouvants, on avait l'impression qu'on pouvait s'enfoncer dans la brume sans jamais en ressortir vivant. Les yeux de cette brume, qui ressortait tel un visage, son visage qui était grand ouvert, qui était massif et imposant, sa bouche grand ouverte, cette ombre noire qui lui chuchotait des mots, cette personne avec un masque et avec des cornes qui lui parlait et qui le regardait avec un sourire plus que menaçant, était tout autour de lui. Il voyait tout ça et le lendemain, il voyait tout ça et tout autour de lui, il voyait ces personnes. Même les yeux ouverts, il les voyait, il les entendait. Il comprenait les mots, mais Liam, lui, ne les comprenait pas. C'était l'avènement de quelque chose, il le savait, car Théo s'était mis à dessiner ces personnes. Tout autour de lui, il avait placardé les dessins qu'il avait dessinés de ce qu'il voyait. Tout autour de son lit, il avait placardé les images. Liam se demandait pourquoi il dessinait de telles choses. Cela devait être l'avènement de quelque chose, mais quoi? Restait à savoir ce que c'était.